Bonjour à tous, voilà, nous sommes partis pour 1h30 d'émission, donc pour votre émission Pigeon on Air. Alors j'ai avec moi aujourd'hui, donc comme je disais tantôt, Jean-Philippe Delmar et Kevin Defossé. Alors on a un invité aujourd'hui, Kevin ? C'est Jean-Pascal Verspret. Ok. Bonjour. Qui est en face de moi, et qui fait un peu peur avec sa tête comme ça, qui est un peu aérodynamique, un peu comme ces pigeons. Et voilà, je connais Jean-Pascal depuis que je suis petit, et donc toujours dans ce souci, dans cette émission de parler des pigeons, des performances, mais aussi des humains, et de tout ce qui se passe entre les humains dans un local, de tous ces gens qui, dans leur solitude, ont des espoirs, ont des désespoirs, et cet endroit d'essayer de partager ça et de faire ça un peu une énergie commune. J'ai beaucoup pensé à cette phrase que JP a rappelée à Fugard, parler de Fugard où on prenait de l'énergie pour la saison, et je pense que dans cette émission, c'est ce que moi j'ai envie qu'on arrive à créer. Et je pense que Jean-Pascal, dans un local colombophile, c'est quelqu'un qui amène ça, qui participe aux relations qu'il y a entre colombophiles et notamment au local de Leuze. Je crois que c'est une figure incontournable, et avec une constance, malgré un renouvellement des pigeons, des résultats qui sont toujours là. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir gratter. Et là-dessus, j'ai l'expert à ma gauche, je crois qu'il a dans son regard une détermination à aller gratter tout ce qu'on pourra gratter d'un point de vue colombophile, n'est-ce pas, JP ? On va gratter. C'est ça. Ici, à Pigeon on Air, on gratte pas les casiers et le sol, on gratte les secrets colombophiles, les tiroirs au fond des colombophiles. Mais Jean-Pascal Verspret, c'est aussi quelqu'un qui se cache derrière, et c'est particulièrement le cas aujourd'hui encore. C'est Jocelyne, sa femme, qui est là, aux enlogements, parce que j'ai toujours connu Jean-Pascal faisant les pauses, donc je pense que il faut bien, quand on entend Verspret, il faut entendre Jocelyne, et aujourd'hui c'était l'occasion de pouvoir le dire. Et je pense qu'il y a d'autres colonies où c'est un peu le cas, où finalement les femmes sont essentielles, et je pense que un colombophile qui vit sainement sa passion, c'est aussi quand, de point de vue familial, tout tourne. Et je pense que la colonie Verspret et Jocelyne et Thomas sont un bel exemple, et ça aussi, je pense que c'est important à faire partager. Mais j'ai envie de te donner la parole, Jean-Pascal, pour nous parler un peu de Jocelyne, justement. Ben oui, c'est vrai que, bon, sans ma femme, je ne pourrais pas pratiquer mon sport, parce que pour moi, c'est impossible. Faisant les pauses, le matin, je ne suis pas là, je travaille le week-end, y compris. Quand je fais les après-midi, c'est pareil. Quel travail tu exerces, peut-être, on peut... Pardon ? Quel travail tu exerces ? Je travaille à CBR Arménie, où on fabrique du ciment blanc. Ah oui, d'accord. Un petit coup de sonnette pour remettre tout le monde au clair. Hein. Donc, voilà, la parenthèse. Et alors, même ici, quand je fais la nuit, bon, moi, je rentre chez moi, je suis très fatigué. Qu'est-ce que je fais ? Bon, je dors. Hein. Bon, quand je me lève, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on a la tête dans le cul, comme on dit. Quand on a fait la nuit, on n'est pas bien. Mais bon, c'est vrai que si je ne l'avais pas, c'est elle qui fait le 3/4 du boulot. Et là, je pourrais mettre la clé sur le paillasson. Ta femme a toujours participé au travail au pigeonnier avec toi, ou c'est nouveau ? Oui, mais ces dernières années, elle s'est investie beaucoup plus. Eh bien, et j'aimerais justement en profiter pour demander si tu as vu une différence dans le comportement des pigeons. Ou, je crois qu'on a un petit problème de musique. Ah, en effet, oui. C'est très bien, hein, c'est une musique un peu dansante et tout ça, mais je pense que... Voilà. Pacific FM. On est toujours là, on se glisse derrière Pacific FM, et un monsieur qui chante derrière. On va pas perdre. On entend bien, oui. Ouais, quand je parlais de friture, en fait, je ne savais pas qu'on allait avoir le plat complet servi en une fois. C'est ça, là, c'est des boulettes et la fricandelle avec. Hein. Et voilà, et tout ça peut-être avec un peu de cheval pour rester dans la compétition. Est-ce qu'on peut reprendre avec Jean-Pascal ? On peut poursuivre donc sans problème. Donc je demandais à Jean-Pascal s'il avait vu une différence dans l'attitude de ses pigeons au pigeonnier avec lui depuis que sa femme est investie plus fort que par le passé.
Oui, bon, c'est vrai que bon, oui, il y a une différence. Parce que bon, moi, je vais pas dire que je m'en fous, hein, mais bon, elle est beaucoup plus pointilleuse. Est-ce qu'elle doit faire le jour même, elle ne le fait pas le lendemain. Bon, tandis que les hommes, je pense que c'est un peu tous, on dit, bah, c'est pas fait aujourd'hui, ce sera pour demain, tandis que elle, non. Ouais, au niveau de la propreté, c'est indéniable. Mais les pigeons, est-ce qu'ils ne sont pas plus calmes? Est-ce qu'ils ne sont pas plus faciles à manipuler avec une femme présente au pigeonnier? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a, bon, on le parle beaucoup, les pigeons, déjà. Ben voilà. Bon, et je pratique aussi le jeu de veuvage avec les femelles, avec 10 femelles. Bon, c'est quand vous allez dans le pigeonnier de veuvage avec les 10 femelles, vous verrez ça, c'est terrible. Elles sont accouplées avec elles, comment dire, hein, bon, parce qu'on voit vraiment qu'elles sont amoureuses de leur maître. Oui, c'est indéniable que la présence ou d'un enfant ou d'une épouse, ça donne quelque chose un relationnel beaucoup plus poussé avec les pigeons. Et je crois que c'est le maître qui peut s'en accommoder le mieux en plus, dans ces conditions-là. Tu as une histoire, je crois, avec une femelle d'ailleurs qui couvait toute seule et où tu suspectais, je crois, qu'il y avait une relation avec Jocelyne qui avait pu influencer sur sa motivation. Oui, c'est vrai. Bon, cette femelle, elle s'appelait Gabrielle. Et c'est une femelle exceptionnelle. En 2008, elle a été as-pigeon grand fond à l'RBNO, double Agino Brabant-Wallon. Elle a été 8e as-pigeon national belge à la Colobophilie belge. Moi, je voudrais rappeler, pour un peu fixer pour nos auditeurs, que tu es 4e colonie grand demi-fond EPR, donc Hainaut et Brabant-Wallon, cette année 2012. Hein. Oui. Donc comme ça, c'est clair. Voilà. Ouais. Et donc Gabrielle, voilà. Voilà. Et alors, cette femelle-là... Bon, j'ai dit femelle, comme je vous l'ai dit au début, et cette femelle-là n'a jamais voulu s'accoupler. Elle n'a jamais voulu s'accoupler avec aucun mâle. Et un jour, en jouant le veuvage, j'ai retrouvé un œuf. Bon, bien sûr, l'œuf, il était clair, c'est logique. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai retourné le plateau, et elle a reposé le deuxième œuf, 2 jours après, et alors, elle a continué à couver. Elle a continué à couver, et qu'est-ce que j'ai fait je dis, je vais attendre. Et 3 jours avant l'enlogement de Bordeaux, j'ai su trouver des œufs bectés, et je lui ai mis des œufs bectés, et je l'ai mis à Bordeaux sur des jeunes à pape, à mousse. Et alors, elle est venue très tôt, parce que j'avais mis 2 jeunes avant, je fais le 2e et le 4e, et dès qu'elle est rentrée de Bordeaux, je me rappelle, il y a un ami qui est venu à la maison et qui me demande est-ce que tu vas mettre des pigeons à Saint-Vincent, qui sont logés 3 jours après. Et alors j'ai dit oui, je vais mettre 5 femelles, peut-être 6. Alors il se retourne sur moi, il me dit pourquoi 6? Parce que je dis peut-être une 6e, parce que je vais peut-être remettre ma femelle de Bordeaux. Alors il m'a dit mais t'es dingue. Il me dit il faut être fou pour faire ça. Je dis non, je ne suis pas dingue. Je dis la femelle, dès qu'elle est rentrée, moi ce que j'ai fait, j'avais tué des jeunes à mousse, bien sûr parce que je ne savais rien en faire. Et dès qu'elle est rentrée, elle cherchait après son nid, elle cherchait après ses jeunes, et on voyait qu'il lui manquait quelque chose. Je lui ai passé un jeune à grain de 7-8 jours. Bon, elle a eu un peu de mal à l'accepter. Le lendemain matin, je suis retourné dans le pigeonnier, elle n'avait toujours pas nourri son jeune. Elle était, on va dire, sur son jeune, mais elle n'avait toujours pas nourri. Bon, là, je dis, elle va sûrement peut-être pas le prendre, mais du soir, je m'en vais, et comme on va dire en wallon, elle avait le mal comme un chapeau. Le jeune avait le mal comme un chapeau, comme on dit. Et elle était folle de son jeune. Elle avait son casier en bas, l'abreuvoir était à 1 mètre d'elle, il n'y avait plus personne, comme femelle, qui osait aller voir. Dès qu'elle voyait ça, elle doublait de volume, et alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle empêchait même les autres pigeons de boire, tellement elle était motivée. Et tes autres femelles dans le pigeonnier dans lequel elle était, tu les jouais toujours veuves? Elle était toujours veuve, oui. Et elle, donc, elle était seule à couver, finalement. Seule à couver. Elle a couvé seule. Et elle a élevé ses jeunes seule. Je les ai mis à Bordeaux avec des jeunes à pape seuls. J'ai tué les jeunes parce que, n'ayant pas le père n'était pas là parce qu'il n'y en avait pas. Et je ne savais pas repasser les jeunes. Et ce que j'ai eu dès qu'elle est revenue de Bordeaux, j'ai passé un jeune à grain et qu'elle a pris. Et du mardi, j'aurais horlogé à Saint-Vincent. On m'a dit... donc tu voles combien à Bordeaux? 700, 699. À peu près, et à Saint-Vincent? 850 et quelque chose, je pense à ça. Donc c'est ça, donc sur une semaine, sur 7 jours, 2 grands fonds. Ouais, même pas 6. Oui, c'est ça, 6. Ouais, parce qu'ils sont logés de vendredi. Ouais, mais enfin, c'est une constante aussi de remarquer que les pigeons qui se classent tôt
Je ne sais pas pour la deuxième fois si c'était comme ça pour Saint-Vincent, mais en tout cas pour sa première étape de Bordeaux, les pigeons qui se classent tôt reviennent dans un état de fraîcheur absolument incroyable. Moi j'ai eu plusieurs dizaines, je ne veux pas parler de centaines, mais quand même plusieurs dizaines de vainqueurs nationaux et internationaux en main. Je les voyais quelques heures après l'exploit, voire le lendemain matin. Et ce qui était chaque fois qui sautait aux yeux, c'est l'état absolument prodigieux dans lequel se trouvaient ces pigeons gonflés comme des ballons. Encore, on voyait comment l'exploit avait pu être réalisé. J'ai vu ces vainqueurs chez, par exemple, chez celui la personne qu'on a accueillie la semaine dernière, Damien Barthes. Qui lui donc fait le maximum justement pour remettre ses oiseaux en état le soir même du concours. Mais c'est ce qu'il disait la semaine dernière. Donc. Et il faut voir, ces animaux sont dans quelque chose d'exceptionnel. C'est au summum de leur forme. Et je crois que à notre époque où tout va très vite, le fait de ne pas attendre plus de 2-3 jours et de profiter des conditions qui sont là, qui se présentent. Il faut saisir sa chance parce que la forme peut partir comme ça à une vitesse encore plus vite qu'elle n'est venue et ne plus se représenter dans la saison. Donc ça, je pense que c'est une très bonne décision. Mais je pense aussi que ça transforme la manière de jouer. Ça, je me demande si aujourd'hui les compétitions répétées chaque semaine n'influent pas non plus une forme de cadence comme ça où les pigeons sont dans l'épreuve du week-end, fait partie de leur équilibre, et on voit des pigeonniers notamment au grand demi-fond, et ça Jean-Pascal je crois qu'il peut bien parler de cette évolution ou qui sont avant la norme étaient quand même d'enloger tous les 15 jours, et maintenant on voit beaucoup de colonies qui enlogent 2 voire 3 semaines consécutives. Ouais, chez toi ça se passe? Oui, je fais ça aussi. Bon, tout dépend aussi le vent. Hein. Bon, bien sûr, si ils ramassent 2 vents nord, en suivant, là, ils vont peut-être les laisser au repos. Hein. Mais bon, si par exemple on a un vent nord après un temps facile, les 6 pigeons viennent quand même. Hein, dès qu'il fait pris, on dit tout le temps, comme Jean-Philippe vient de dire, un pigeon qui vient tôt ne fatigue beaucoup moins qu'un pigeon qui passe au-dessus et qui doit revenir 2 heures après le concours. Et si il a le vent là, il a le vent de face, hein, parce que bon, si on a une soufflette, comme on dit, quand il doit revenir, il doit ramer. Tandis qu'un pigeon qui vient tôt, c'est vrai qu'il a une récupération beaucoup plus vite. Pour continuer à parler de cette femelle, donc ça se passait quand ce double exploit? En 2008. Et par la suite, elle a encore été jouée ou pas? Non. Elle était mise à l'élevage. Ah ouais, donc son fils, son premier constat à Narbonne, et j'ai une de ses filles, elle a été 10 fois cette année. Oui, voilà, on y revient. Ouais. Les bonnes femelles en général donnent une progéniture plus que valable. On va pas dire tout à fait contrairement aux mâles, mais ça se présente beaucoup moins chez les mâles qui ont une belle carrière et deviennent par la suite bons reproducteurs. On trouve beaucoup plus le cas chez les femelles, en tout cas, ça c'est certain. Tu peux le confirmer, Jean-Pascal? Oui, bien sûr, parce que moi ici, moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis directement à l'élevage. Bon, à la confiture d'après, hein, parce que moi j'étais obligé de le mettre, parce que pour être as pigeon, je sais pas si, le règlement c'est de faire 2 prix à des grands demi-fonds, des petits demi-fonds, grands demi-fonds, et de faire 3 prix dans les concours de fonds. Bon, elle avait même 6 prix. Hein, parce qu'elle avait 3 prix en grand demi-fonds, dans les points, elle avait 3 prix en fond. Mais bon, malheureusement, c'était sur 5 prix, sinon je pouvais en envoyer 6. Mais c'est vrai que, une femelle pareille, je l'ai mis à l'élevage, et j'en suis content, parce que ici, mon premier pigeon de Narbonne, qui est quand même 199e à l'international de Narbonne cette année, est un pigeon qui vient directement d'elle, hein, et j'ai une femelle d'1 an qui a été 10 fois, elle a fait 10 prix. Elle est même à ce pigeon le soir, bien sûr, mais c'est une femelle qui n'a pas arrêté une seule fois. Oui, mais les femelles se reconstituent beaucoup plus vite en corps, hein, donc c'est plus facile à les jouer successivement sur quelques étapes que des mâles quand même qui, eux, souffrent quand même plus au panier et qui ont, tout au moins en apparence, visuelle et manuelle, un peu plus de mal à se reconstituer, mais là ne veut pas dire que quand l'apparence visuelle et même manuelle se présente, ça ne veut pas dire que les réserves sont suffisantes pour autant et qu'on ne peut pas connaître un accro quand même avec ces femelles. Donc il faut y aller quand même prudemment malgré tout. À ce sujet, on a fait une expérience l'année dernière
comme l'a dit Damien la semaine dernière, il nous arrive parfois de balayer le café à la fin de nos logements. Et les paniers étaient sur notre gauche et on fermait le café et il y avait la lumière qui restait dans la cour du local et on entendait les mâles, les paniers de mâles et les paniers de femelles étaient séparés et on entendait les mâles qui continuaient à roucouler très fort, à se batailler même un peu et de l'autre côté les femelles qui ne bougeaient pas et qui nous regardaient comme si on les dérangeait dans leur nuit. Et beaucoup plus calme. Hein. Mais je pense qu'il y a des femelles, ça va être le sujet d'une discussion notamment par rapport au veuvage intégral, parce que le souhait de jouer tous les pigeons qui sont là est devenu un souci sur beaucoup de colonies, et il y a des femelles tant en grande mi-fond, je pense à la merveilleuse femelle que Sébastien Cassard a élevée il y a quelques années à Malia, qui est maintenant chez les frères Giselbrecht, parce qu'on a souvent parlé des femelles pour le fond et le grand fond, mais maintenant, dans le grand demi-fond, il y a des femelles, je pense aussi à certains flamands qui ont des femelles qui alignent 5-6 concours. Je pense à la femelle aussi du tandem Gewart-Van Scoris qui a été extraordinaire en grand demi-fond. Maintenant, je crois que c'est un fait admis, des femelles au veuvage ou sur position peuvent battre ça fait partie de l'évolution colombophile, hein. On en parlait donc de la colombophilie des débuts à nos jours, et il y a comme ça toute une série de nouveautés qui font que la colombophilie progresse. Donc le pigeon dans son ensemble progresse encore. On pourrait mettre ça en parallèle avec un sujet dont on a parlé également il y a peu, et la capacité que les Hollandais ont pu donner à leurs pigeons de voler la nuit. Ce sont toutes des progressions dans la colombophilie moderne, et le jeu des femelles en est une. Je pense que c'est aussi ça l'intérêt, c'est que il y a un vrai mélange entre les mœurs des colombophiles, les envies, la place que le pigeon peut prendre, la rapidité, le nombre de concours qui augmente, et le pigeon lui-même qui se transforme. Et l'époque qui veut qu'on aille de plus en plus vite. Ça, je pense qu'on pourra revenir un peu aussi sur cette évolution. Jean-Pascal est un témoin privilégié de cette évolution, et je pense qu'on... Magazine On Air, donc je repasse le micro à Kevin que j'ai coupé en pleine conversation tantôt, hein. Donc Kevin, je t'en prie. Non mais c'est bien que tu nous coupes. Tu sais, nous on peut aller jusqu'au lendemain, je pense, avec les pigeons, hein. Il faut quelqu'un qui nous coupe de temps en temps. Mais j'avais envie de revenir un peu sur ce que Jean-Pascal disait, raconter de la préparation qu'il avait effectuée avec Gabrielle, cette femelle, cette donc première aspigeon grand fond 2008, c'est bien ça. J'avais envie d'appeler à nos auditeurs à nous envoyer aussi à nous faire parvenir des souvenirs qu'ils ont de préparation particulière ou de motivation particulière. Je pense à un pigeon qui aurait pris un territoire particulier. Moi, j'ai grandi avec le Klein Didi de Étienne de Vos qui prend, je crois, un ballot de paille, la possession d'un ballot de paille. Et ça, c'est vrai que dans ce qui se passe dans la tête, ce mystère dans la tête du pigeon, comme ça, qui le fait se transcender tant psychologiquement que physiquement et accomplir des performances hors du commun. Ça, si vous avez des histoires comme ça, n'hésitez pas. Je pense que, moi, je suis toujours friand. Et donc, on parlait du jeu de femelles, et hors antenne, Jean-Pascal voulait encore nous rappeler le rôle essentiel que Jocelyne jouait là dans son jeu de femelles. Raconte-nous en quoi, pour toi, Jocelyne, donc les veuves. Là, on parle des veuves, et donc je voudrais remercier. Je profite pour remercier Eric Zahn, donc de Suisse, qui voulait poser cette question à notre invité. Il raconte qu'en Suisse, le jeu le plus répandu, c'est le veuvage intégral. Donc, dans un couple dont on joue à la fois les mâles et les femelles. Et il nous demandait un peu en Belgique, ici, si c'était très pratiqué. Mais je pense que tu peux commencer à raconter comment ça se passe chez toi, Jean-Pascal. Bon, moi, chez moi, il n'y a que les femelles qui sont jouées, les mâles, non. Ce sont des mâles qui sont réservés comme veufs, hein. Qui sont jamais logés au concours. Voilà. Les amusettes. Ouais. Et alors là-dessus, ici, c'est vrai que ça demande beaucoup de patience. Et moi, franchement, je ne sais pas si j'aurai cette patience. Mais ma femme, elle l'a. Elle passe, il faut leur voler. Dès qu'ils sont rentrés, ils mangent à l'intérieur de leur casier fermé. Ils boivent dans leur casier fermé. Elles sont renfermées tout le temps. Elles sont juste libérées que pour faire leur vol. Donc quand leur vol diminue un peu, est-ce que je peux faire? Ce qui m'arrive avec mes jeunes, je les lâche
avec mes jeunes pour leur donner un peu de... Et le vol dure en général? Pardon? Le vol autour du pigeonnier pour ces femelles dure en général combien de temps? Il y a même l'année 2008. C'est pas 2008, c'est en 2010. En 2010, sur mes 10 femelles, j'en ai 2 qui se sont fait prendre. Elles ont été prises dans des pigeonniers différents. Ah ouais. Et il y en a une qui est rentrée chez mon voisin. Et ma 3e internationale de Bordeaux s'est fait prendre en France et l'amateur l'a renseigné. Et j'ai eu un coup de peau, comme on dit. Et c'est tellement elles avaient du feu. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont suivi un troupeau et elles s'étaient rentrées dans un autre pigeonnier. Mais je pense que ça arrive dans surtout chez les jeunes femelles. En tout cas, moi je ne connais que ça, mais moi j'ai fait le premier prix que j'ai fait au demi-fond. Ma femelle, elle était jouée au veuvage et elle commençait à prendre du feu. Elle s'est fait prendre chez le voisin 4-5 jours avant le logement pour Orléans, je crois. Ben oui, Damien conseillé la semaine dernière, Damien Barthes, qui joue des femelles donc au veuvage également. Conseiller de bien faire en sorte que ces femelles se rappellent qu'elles ont un mâle et que le mâle habite bien le pigeonnier et qu'il faut constamment les remettre en présence pour leur donner confiance. C'est ça, oui, c'est vrai. Tu as entièrement raison, Jean-Philippe. Parce que bon, ici, ça m'arrive, surtout plus on avance dans la saison, de remettre un mâle ou 2 dedans avant de leur faire la volée ou même un jour quand ils sont rentrés, leur remettre un mâle ou 2 pour montrer que bien qu'il y a des mâles, parce qu'elles sont tout le temps renfermées. Et quelle est leur position au casier? Comment elles se comportent au casier enfermées alors durant la journée? Elles dorment, elles se couchent, elles elles sont sur le bon, ils ont un grillage où elles mangent. Et à côté, bon, ils ont même un petit crochet de bois, là. Elles n'ont pas l'attitude de ces femelles de veuf qui se traînent la queue comme ça, c'est vrai. Quand même. Surtout quand on joue avec, quand on les taquine. Mais c'est ça, avec Jocelyne. C'est avec Jocelyne, ouais, voilà, des femelles enfermées, quand on leur parle assez vite, elles répondent un peu. Hein. Et aussi, je pense que tu disais que tu jetais de temps en temps un ou 2 mâles. Il y a le fait, le grand danger, la grande peur, c'est des femelles qui s'accouplent entre elles. Oui. Et si ça arrive, que fais-tu? Là c'est très embêtant. Là on va dire, c'est le caca. L'idéal, elle ne peut pas se voir et même s'entendre, on va dire. Ça c'est quasiment impossible. Mais bon, elles sont mises en noir. Dans le noir. Ouais. C'est-à-dire concrètement, tu les mets complètement dans le noir, dans la semi-obscurité? Non, c'est pas complètement dans le noir, mais... Et à une certaine période de l'année plus? Non, tout le temps. Tout le temps? Ouais. Dès qu'elles ont fait leur volet, elles ont mangé, et dès qu'elles ont mangé, je fais une torture et je les mets dans le noir. C'est ce que Damien, c'est pas une fixation sur Damien Barthes, loin de là, mais c'est pour corroborer les dires de Jean-Pascal, c'est ce que Damien allait mettre cette année en marche, donc introduire l'obscurité au pigeonnier des femelles parce que il y avait eu des pontes un peu désinvoltes comme ça. Pourtant, je ne lui ai pas dit. Mais Damien fait beaucoup de recherches, donc il trouve assez facilement ce qui ne marche pas ou ce à quoi il faut remédier chez lui. Ça c'est. Ouais, c'est malin. Oui, mais c'est un pote. Hein. Ouais. Je pense mais c'est bien qu'on puisse confronter des idées des uns et des autres et voir que finalement, sans se concerter, elles se rejoignent. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour répondre à notre ami Eric de Suisse, je pense qu'ici, en tout cas dans la région, nous, pigeons en air qui mettons de la région du Tournaisis, tant le jeu des femelles s'est développé, et beaucoup de pigeonniers fleurons de notre colonie le pratiquent et avec succès, autant c'est plutôt un jeu de veuvage classique avec les femelles, avec des mâles qui restent aux pigeonniers, qui ne participent jamais au concours. Je pense aussi à André Roudolph, qui est un célèbre chroniqueur au pigeonnerie et un très très bon joueur de pigeons, qui a eu le premier national, je crois, l'an dernier sur la souterraine, je crois, qui avait essayé de jouer le veuvage intégral et qui est revenu aussi avec ses femelles à un veuvage classique avec ses femelles. Parce que au niveau du veuvage intégral, il y a, en tout cas, je sais que Damien, c'est ce qu'il disait, et j'ai entendu ça et j'ai pu le constater moi-même. Quand un mâle est absent pour une femelle, elle perd vite le moral. Ce veuvage intégral, on pourrait plutôt le conseiller pour des concours de grands demi-fonds
que pour ceux qui sont tentés d'aller vers le fond. Et pour deux raisons. La première, c'est que les étapes sont beaucoup moins répétitives, donc sauf quand on a une femelle qui fait Bordeaux et Saint-Vincent, mais c'est exceptionnel ça. Les étapes sont moins répétitives, et puis on n'a plus de facilité dans ce cas-là à les jouer sur le nid. C'est 1 ou 2 concours qui sont visés, et il est plus facile. Se pose alors le problème des volets qui ne sont pas. Je posais tout à l'heure la question à Jean-Pascal au sujet des volets. Donc, comment est-ce que les pigeons se comportent à la volée au pigeonnier? Combien de volets par jour déjà pour ces femelles? Une volée. Ouais. Et elles volent naturellement, ou elles volent aidées d'un drapeau, ou elles volent comment? Bon, c'est vrai que en début de saison, elles sont plus de niaques, comme on va dire. Mais bon, plus on avance dans la saison, il arrive un moment, c'est vrai que les volets, ça commence à diminuer. C'est-à-dire en durée? En durée, elles partent, c'est comme des veuves, c'est comme des mâles. Hein. Mm-hmm. Elles partent, quelquefois, elles font même peur, parce que on se dit, est-ce qu'elles sont parties? Parce que bon, quand elles prennent du feu, si elles vont voir un mâle au clocher, comme on dit, elles peuvent rester là-bas. Hein. Ouais, c'est le problème. Et tu les lâches plutôt le matin, plutôt le soir? Bon, ça dépend. C'est souvent dans l'après-midi. Parce que bon, dans l'après-midi. Ouais, c'est pas. Ma femme n'est pas à côté. Bon, c'est elle qui a l'habitude de le faire. C'est elle qui a la charge des volets. Ah, c'est femelle, c'est femelle. Hein. Et les plus beaux résultats chez toi sont enregistrés avec les femelles ou avec les mâles? Bah, j'ai fait peut-être le plus beau prix avec les femelles. Une dizaine de femelles. Pour combien de mâles à jouer au veuvage? J'en ai 40. 40, oui. Donc le nombre, forcément, 4 fois plus. 4 fois plus de chances d'avoir des... Quand elle me bat, elle est contente. Ouais. Et dans la description de la colonie de Jean-Pascal, je pense qu'il y a quelque chose de particulier. C'est que Jean-Pascal a toujours une régularité en grand demi-fond. Et il a des exploits dans le grand fond, notamment avec cette femelle, mais avec d'autres pigeons aussi. Et je t'entendais le dire par rapport au fond, il y avait une espèce de passage là, un intermédiaire qui était plus difficile. Ça va pas. Ça va pas. Je sais pas pourquoi. Et tu sais pas pourquoi, t'as pas une hypothèse. Donc JP, il a grand demi-fond, c'est très régulier. Grand fond, un pourcentage de prix. Je rappelle que Jean-Pascal, c'est 61%, je crois, de prix au local de la Lezoise. On a encore une apparition. Je ne crois pas que c'est à la voix comme ça. Je ne crois pas que c'est Jean-Michel. Hein. Non. Voilà. C'est notre. C'est notre DJ qui fait des petites erreurs malheureusement. Excusez-moi. Il apprend son métier. En fait, c'est Jocelyne qui s'est emparée du micro et qui nous chante une chanson. Et voilà. Voilà, on est revenu. Donc, et Kevin disait. Je ne sais plus ce que je disais. Ah ben voilà, c'est entre le grand demi-fond et le fond et le grand fond. Voilà, c'est ça. C'est vrai que où j'ai le plus de mal, en grand demi-fond, je fais bien mes prix, mais en fond, je vais faire mon pourcentage de prix, il n'y a pas de problème, mais je constate jamais tôt. Je sais pas pourquoi. Et dès que j'arrive dans le grand fond, ça va un peu mieux. Là, pourquoi, je sais pas. Tu aurais une explication, toi, JP? Non, il faudrait analyser ça et voir quels concours sont incriminés. Et il faudrait analyser les vents, parce qu'on perd souvent de vue que pour analyser des performances, on peut pas analyser des performances en tenant compte que de la performance en question. On peut pas tenir compte d'un calendrier, on peut pas juger tout ça en tenant compte de tel ou tel concours. Il faut connaître tous les paramètres. Oui, il y a le paramètre qui est vraiment c'est la météo, je pense. Hein. Ben, il y a la météo, oui, notamment. La direction du vent et la et puis la position dans la progression. Il y a des colonies qui jouent le fond et le grand fond. Ben, les pigeons ne sont pas enlogés, on pourrait dire, au meilleur de leurs conditions au concours préparatoire pour pouvoir tout concentrer sur les étapes plus lointaines. Donc il faut tout analyser, et je ne sais pas, peut-être que la préparation se différencie d'une manière ou d'une autre. Ou... Ben oui, peut-être. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est que chez moi, tout est mélangé. Bon, il peut y avoir 2 pigeons dans le même pigeonnier qui vont aller au grand demi-fond. Il peut y avoir 2 pigeons, c'est un concours de fond, qui peuvent aller aussi dans le même pigeonnier. Et il y en a deux autres qui peuvent aller au grand fond, et ils sont dans le même pigeonnier. Mm-hmm. Mais les pigeonniers ne sont pas séparés.
Quelquefois, il faut voir l'état d'énervement des pigeons. Il faut voir où est-ce qu'on en est au niveau sanitaire. Ouais, une cure qui vient d'être pratiquée parce que certains. Il doit y avoir des explications, mais là, je pense que c'est plus au colombophile lui-même. Donc, personnellement, à gérer ses erreurs lui-même, on saurait pas gérer les erreurs de quelqu'un d'autre. Dans le déroulement, moi qui suis vraiment un novice dans le grand fond, donc je regarde ça vraiment de loin. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion sur les concours de fond d'accomplir un effort rapide et long, et sur le grand fond, il y a quelque part, c'est comme il y a la nuit qui coupe normalement. Pas toujours, hein, pas de moins en moins d'ailleurs. De moins en moins, ouais, c'est vrai. Mais si dans un concours de grand fond il y a des pigeons le même jour, c'est que souvent le vent a été facile. Normalement. Oui, je dirais pas toujours non plus. On connaît maintenant des déroulements de Narbonne ou de Saint-Vincent avec des vents, bon, on va pas dire des vents carrément de bec, mais des vents qui ne sont pas a priori favorables. Les pigeons vont quand même de plus en plus vite malgré tout. Ça c'est un peu récent. Je pense qu'il y a quand même eu des grands champions en fond qui arrivaient à gérer leur effort, c'est-à-dire à voler vite en 2 fois, quoi. Vite 2 fois, plutôt que des pigeons qui volent jusqu'au bout de leur force le premier jour et qui du coup redémarrent. Ça sont les vrais bons pigeons de grand fond. Hein. C'est les pigeons qui, quand ils arrivent au bout de l'effort de la première journée, ont encore des réserves. Et ça, c'est les vrais fonciers qu'on retrouve lors des épreuves très difficiles avec Van Beek notamment. Et c'est là qu'on peut encore différencier ces pigeons-là avec ceux du grand demi-fond qui, eux, n'ont plus la possibilité de remettre en route le lendemain matin. Est-ce qu'il t'est arrivé, Jean-Pascal, à ce sujet, dans des colonies quand même qui n'est pas énorme, et tu joues un peu partout, tout le calendrier, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir mettre un pigeon de grand demi-fond plus loin, être tenté de le perdre, ou qu'il y ait une confusion comme ça, ou alors clairement tes pigeons de grand demi-fond, ils restent au grand demi-fond. Je pense à Robben, qui est quand même un des pigeons représentatifs et très très régulier et redouté au local de Leuze. Par exemple, Robben n'a jamais été plus loin. Non, bon, je l'avais mis une fois sous Yac. Il avait raté. Bon, c'était en fin de saison, mais bon, j'ai essayé. Mais j'ai raté. Mais bon, encore une fois, en revenant, comme Jean-Philippe dit, il me disait bien ainsi, quand on arrive au grand fond, là c'est la qualité. Moi, si je pouvais donner un conseil pour ceux qui seraient tentés de jouer le grand fond avec les femelles, c'est quand même la méthode prônée par Émile Denis, qui joue quand même les pigeons sur ces grandes étapes depuis de nombreuses années, et c'est le jeu au naturel qui est quand même le plus simple et le plus cohérent. Mais là-dessus, je pense que Jean-Pascal, mais on va peut-être revenir là-dessus d'un point de vue au niveau motivation, préparation et alimentation après la petite coupure de musique, n'est-ce pas, Dimitri ? Je vous propose une petite interlude musicale. Pigeon Magazine on Air, votre émission colombophile, tous les dimanches à 15h. Alors nous revoilà sur antenne, donc je laisse tout de suite la parole à Kevin. Oui, en reprenant la parole, j'entends dans notre petite jingle, j'ai entendu la voix de Willy, et je voudrais lui dire bon vol tout à fait, Willy. oui. Donc voilà, on va peut-être parler un petit peu de la raison de ma présence aujourd'hui. Donc voilà, Willy... par des obligations professionnelles, a dû malheureusement nous quitter pour un temps, mais je crois qu'il sera relativement court. Donc on espère le revoir à nos côtés d'ici peu. Hein. C'est ça, si tu nous entends, Willy, on t'embrasse. En même temps, bon vol à un aviateur. Oui, c'est ça. Tout à fait. Hein, c'est finalement, nous colombophiles, on va passer notre temps à regarder nos pigeons voler. Lui, il nous fera peut-être signe un peu. Ah oui, les pigeons vont voler de plus en plus parce qu'on annonce 15 degrés une quinzaine de degrés dans 2 jours, plein soleil. Donc les machines vont se remettre en route à toute allure. J'ai senti cette semaine, JP, que je faisais partie d'une grande famille. Parce que dans la voiture, en revenant à la maison, je voyais les volets qui commençaient à retrouver le ciel, à gauche, à droite, les différents pigeonniers et tout ça, et l'envie que la voiture aille plus vite pour revenir lâcher les miens. Vraiment, c'est cette particularité de la colombophilie où on est un peu tout seul et maître à bord, et finalement on fait partie aussi d'une grande famille quand même, même avec tous ces heures et avec toutes ces difficultés, mais on est toujours reliés, quoi. Heures, difficultés, oui, bien sûr, mais la grande famille qui lève les yeux au ciel, parce que c'est quelque chose de magique quand même qui revient tous les ans au mois d'avril. Qui lève les yeux au ciel, c'est ça.
moi, personnellement, quand j'entends parler de déclin de la colombophilie, de difficultés, enfin, plein de choses qui sont liées au sport colombophile et les côtés plutôt négatifs, tout ça s'envole en une seule fois quand les premiers concours, on regarde et on entend ce bruissement à l'horizon, puis cette volée qui te passe au-dessus de la tête, et ce bruissement continue vers ça c'est quelque chose de merveilleux. Et je repense chaque fois à mon voisin qui a maintenant 80 et quelques années, qui ne joue plus au pigeon parce qu'il est un peu trop vieux. Eh bien lui, il les applaudit à chaque fois. Allez, en les voyant arriver, pour qu'ils aillent plus vite, dit-il, vers leur pigeonnier. Donc la colombophilie a quand même encore de beaux jours pour les amoureux que nous sommes tous. Et je pense qu'il y a un rythme de l'hiver qui s'installe, et plus la saison approche comme ça, et plus je sens, même dans les colombophiles que je croise, que j'ai au téléphone, je sens les jours. Plus les jours augmentent et plus le cœur colombophile, comme s'il y avait un deuxième cœur comme ça caché. C'est ça, et peut-être particulièrement cette année, parce qu'on a vraiment été labouré par cet hiver d'une longueur incroyable. Je ne sais pas si Jean-Pascal le ressent comme nous. C'était vraiment des journées assez sombres, des journées noires, des journées humides et des journées délicates aux pigeonniers quand même, parce que il faut vraiment l'avoir dans le sang par des températures négatives, de l'humidité qui vous colle à la peau. Passer son temps à regarder des bêtes à plumes dans le pigeonnier, il faut quand même. C'est un peu un miracle, hein. Moi, je ressens ça la première fois. Ils revolent et ils reprennent leur habitude, et on reconnaît le caractère du pigeon à la manière dont il se distribue les places sur le toit, à la manière dont il rentre. Après, à l'hiver, ça reprenne. Il y a une espèce de miracle comme ça. Enfin, moi, je le vis comme ça, comme si, avec aussi de la peur qu'ils se souviennent pas ou quelque chose comme ça. Et même le colombophile est un peu un peu tendu au début. Moi, je me dis, tiens, je commence par quoi? Et il y a un peu ça, hein. Il faut reprendre. C'est la chose la plus belle. Moi, c'est le moment que je préfère, c'est de les garder voler. Bon, de les regarder voler à la maison, moi. Je vais m'asseoir dehors, et pendant une heure, si mes veufs volent, je vais être une heure avec ma tête en l'air, parce que c'est comme ça qu'on voit en plus un pigeon qui est en forme, un pigeon qui n'y a pas. Oui, c'est ça. C'est aussi, comme tu disais, cette grande famille qui regarde le ciel, là. C'est aussi, parfois on se gratte la tête. On regarde les pigeons voler. Ils volent pas comme enfin, moi, je sais que je peux être très angoissé au fait qu'ils tout d'un coup se rince l'œil sur ses plumes. Ou c'est aussi un terrain d'angoisse. À partir du moment où il y a ce bruit de vol collectif qui se pose là, voir leur comportement, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que ça doit être un endroit où on rassemble de l'énergie, parce qu'on raconte forcément plus facilement les belles histoires, et parfois le colombophile a des difficultés à parler de ses déboires, parce qu'il y a une espèce de fierté comme ça. Et je pense que c'est important de se soutenir aussi de ce côté-là, parce que Damien a l'habitude de dire qu'il faut relativiser les victoires et les défaites. Je crois que dans les deux sens. Et ça, je crois que les choses, il en arrive chez tout le monde, même chez les plus grands colombophiles, des moments difficiles. Mais je crois que relativiser les défaites, ce sont des actes qui s'accomplissent plus facilement chez les champions, chez les grands champions, ceux qui méritent de porter le titre, parce que en d'autres colombiers où on ne peut pas aussi bien admettre la défaite, ça se passe tout à fait autrement, et on entre alors dans un engrenage de jalousie, d'autres aspects de la colombophilie, qui doivent, ça fait partie de l'humain, donc qui doivent exister également, mais beaucoup moins amusant à vivre. Oui, c'est ça, c'est pareil, une école aussi, je pense, le jeu, parce que comme tu viens de le dire, je pense que quand on est dans la jalousie, tout ça, on ne le vit pas forcément bien, ça, colombophilie, et donc ça peut être aussi un des premiers moteurs d'arrêt, parce que on est blessé, et c'est très difficile quand on a un accro, c'est très difficile quand on a passé 365 jours par an à s'occuper de ses bêtes, avoir un mauvais lâcher, ou alors avoir une maladie ou quelque chose, quoi que ce soit, c'est parfois difficile. Et je pense que le fait d'être un peu vexé par une parole difficile, on est parfois à fleur de peau, il y a parfois beaucoup d'esclandre pour un fond qui n'est pas forcément mauvais, mais je pense que c'est un endroit qui nous fragilise aussi. On joue beaucoup de temps, quand on est colombophile, c'est des sacrifices, donc quand il n'y a pas un retour, c'est difficile à vivre, je crois. Hein. Ouais, c'est vrai. Et peut-être la capacité à pouvoir admettre les bonnes performances des autres. Ça fait partie aussi les bonnes performances personnelles, on peut les apprécier, mais je pense qu'on vit mieux ces défaites
essayant de trouver une approche différente par rapport aux bonnes performances des autres et analyser ces bonnes performances, parce que eux, les meilleurs joueurs, les grands champions, analysent eux-mêmes leurs performances, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, et se remettent en question à partir de là, ce que ne peuvent faire certains amateurs qui s'enfoncent alors dans une espèce de mauvais rôle, quoi. Oui, un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Un cercle vertueux où finalement tout va bien. Voilà. Il y a des pigeonniers où tout d'un coup, moi je me rappelle cette expression tu l'as connue de Guillain. Qui est un peu ouais, il n'y a pas de chômeur, ouais, ça c'est un truc très d'actualité. Guillain, donc il y a 15-20 ans, ses veufs avaient un régime. Déjà, il les mettait toutes les semaines au Grand Demi-Fond, il disait chez moi pas de chômeur, et puis finalement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu assez contemporain. Et il disait aussi, parfois, il mettrait le plat de chaud, il constaterait, il fait des prix. Enfin, il y a des pigeonniers où comme tout d'un coup la grande forme est là mais on va peut-être revenir sur la préparation à Barcelone et à ces femelles là, parce que je vois qu'au niveau du chat on a beaucoup de questions. Alors il y avait un auditeur qui nous demandait, Niki Grondin, qui nous demandait si tu jouais parfois les lesbiennes, c'est-à-dire les femelles accouplées ensemble. Non, c'est ça. Tu disais que toi elles avaient un mâle, c'était un veuvage classique. Mais dès que il arrive la période, quand j'arrive dans la période de Barcelone, je recoupe juste avant Barcelone pour qu'elle parte sur un petit jeune en mousse. Sur un petit jeune en mousse pour Barcelone. Ouais. Et alors pour Perpignan, je casse le nid pour qu'elle parte sur une douzaine de jours de courage. Mais pour répondre à la question de M. Grondin, on a quand même dans le Tournésie, et donc tout le monde les connaît, c'est les Neukermans de Hackeny, qui eux sont spécialisés dans le jeu des femelles accouplées ensemble, donc les femelles lesbiennes, ce qui permet de jouer 2 fois plus de femelles cette fois-là. Mais ils maîtrisent absolument cet art de jouer les femelles sur position, mais les femelles accouplées ensemble. Je connais bien Simon et Christophe, ils sont des amis, et c'est vrai qu'ils les jouent tout le temps lesbiennes, et bon, on voit les résultats quand on font, ils ont un palmarès, l'année passée, ils ont fait une saison. Je crois qu'il a une femelle qui a 5 fois à Barcelone, hein. Interpareil, troisième. Troisième interpareil sur 5 années consécutives. Et il me disait, à ma grande surprise, moi je n'imaginerais pas pouvoir faire ça, mais qu'il n'était pas sûr de pas la remettre pour améliorer encore son coefficient. Il y a des femelles comme la Kim des frères Tjolain qui est allée 7 fois à Barcelone. Les femelles sont beaucoup plus résistantes à ce niveau-là. Est-ce que Georges Carteuse de René n'a pas un pigeon de 8 ou 9 ans qui, il me semble, je ne sais pas s'il l'a mis à Barcelone, mais l'an dernier il a mis un pigeon de 8 ou 9 ans et je crois que c'est 9 ans. Je ne sais pas. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment particulier. Mais je pense que lui, la période au niveau du cycle d'élevage qu'il préfère comme motivation, c'est des œufs entre le 8e et le 12e jour. On parlait de Neukermans. De Neukermans, oui. De Simon. Mais je crois que c'est ce qu'apprécie Jean-Pascal également. Une douzaine de jours, 12-13 jours. Et c'est ce qui est logique, c'est ce qui semble logique, parce que la femelle, donc 12 jours, il y a la préparation de la mousse qui se fait. Et avant que la mousse ne soit excrétée, donc la femelle prend un aspect phénoménal au niveau musculature, elle se fait quelque chose un physique formidable, et la mousse n'est pas entamée à ce moment-là, et elle peut servir de nourriture, on dirait. Bien sûr, c'est ce que tu disais, Jean-Pascal, je crois que c'est ça que tu aimes bien. Il ravale la mousse. Elle ravale sa mousse, Et au niveau de l'entraînement, au niveau du vol, parce que le jeu naturel, l'entraînement est plus réduit, tu as une solution par rapport à ça? J'ai pas peur de le mettre le mardi à Saint-Quentin. Avec les jeunes. Oui, c'est toujours le problème qui se pose avec les femelles. Même au naturel, il y a beaucoup il faudrait avoir une Jocelyne à peu près dans chaque pigeonnier pour pouvoir manipuler. Il y a énormément de manipulation. Le jeu des femelles, c'est pas. C'est là le plus gros du problème. Dans le temps, moi, en étant de la région de Charleroi, j'ai connu, en Derlu, il y avait les cobus. Les cobus, déjà, il y a 30 ans passé de ça, des résultats extraordinaires avec des femelles sur position sur des longues distances. Il y a, ce jeu, c'est vraiment développé de façon
très grande dans notre région, mais c'est surtout du côté du Brabant où il était fort pratiqué, notamment Jeff Van Winkel qui ne joue même plus les mâles, je pense. Gaston Van der Weer, un des meilleurs joueurs, et sa façon de procéder est très proche de celle de Jean-Pascal avec ses femelles enfermées. Je ne sais pas si son épouse lui donne un coup, pas l'épouse Jean-Pascal, l'épouse de Gaston, mais ses femelles sont enfermées donc durant toute la saison, et il a des résultats. Mais je crois qu'il y a 2 ans, il s'est réellement posé la question de ne plus jouer que les femelles. Ben oui, donc J'ai une question très technique de Pascal Fromentin qui nous demande qu'est-ce qu'un pigeon en mousse. Alors Jean-Pascal, tu vas peut-être pouvoir lui répondre. Et alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est comment on te surnomme au local. Quand on voit son crâne rasé arriver, généralement c'est très tard. D'ailleurs, je voudrais cette question, je te la poserai après, sur pourquoi tu arrives si tard, si c'est des raisons techniques ou si c'est... Parce que je pense que Grégory aussi à Fugard nous disait qu'il donnait à manger, le jour dans le logement, il donnait à manger à ses pigeons plus tard, donc il arrivait assez tard. Et je sais que tu arrives toujours assez tard. Jocelyne dans la file qui prend la place, t'arrives un peu tard, mais on reviendra après. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi donc un pigeon en mousse? En mousse, c'est quand le pigeon fait de la mousse le dernier jour de couvage et il se fait comme du lait de jabot, comme on dit, et que c'est pour savoir nourrir son jeune. Sinon, il fait pas de lait de jabot, il va nourrir à l'eau et automatiquement. Non, mais ça se déclare automatiquement donc en fin de couvage, les 4-5 derniers jours de couvage. Voilà. Alors il sent que l'œuf, ça bouge en l'œuf et automatiquement il se fait du lait, il fait du lait de jabot et. C'est ça. Et voilà. Et donc maintenant, est-ce qu'il y a une raison sportive au fait que tu arrives tard ou c'est parce que tu... Non, j'arrive peut-être tard quand je suis en congé. Mais bon, quand je travaille, bien souvent, je vais très tôt. Non. Tu t'accordes pas d'importance au fait d'arriver tôt? Est-ce qu'il y a peut-être, moi quand je les prépare peut-être différemment d'elle. Parce que je peux pas quand même lui demander trop, aller chercher les femelles, parce que moi je dis tout le temps que la motivation, savoir motiver un pigeon, ça fait beaucoup. C'est une grande priorité, parce que tout le temps faire la même chose, il faut quelquefois changer, pour leur donner un coup de fouet, comme on dit. Si on a bonne mémoire, Kevin, on a reçu Grégory, on a reçu Damien, on reçoit Jean-Pascal, tous des gens qui jouent bien et qui mettent l'accent sur la motivation. Donc je crois que ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions quant à savoir pourquoi ces gens jouent mieux que les autres, c'est parce qu'il y a un plus qui est accordé à cette fameuse motivation. Qui dit motivation dit observation du pigeonnier et lien, je crois, avec ces pigeons pour connaître un peu le caractère. Donc parce que là-dessus, j'avais envie d'aborder ça avec Jean-Pascal aussi. Jean-Pascal est aussi quelqu'un qu'on connaît pour sa carrière footballistique de coach. Et je pense que il y a des rapports, une équipe, un pigeonnier, le coach. Je pense que j'ai déjà eu des conversations avec Jean-Pascal sur l'aspect psychologique de motivation des troupes. Oui, c'est vrai. Tu peux nous parler un peu de ça? C'est vrai que être colonneux, comme on dit, c'est comme un coach. Il faut savoir les coacher. Avant, on n'est plus des temps il y a 20-25 ans. Non, ici, moi par exemple, je fais une volée, je suis chez moi. Ma femme, malheureusement, n'a pas voulu venir s'asseoir à la table pour répondre. Mais elle est là, elle nous regarde, elle sourit de loin, mais elle ne viendra pas. Elle reste ferme, elle est en même temps. Voilà. Je regarde la volée, je suis furax, parce que je dis ça n'ira pas. Rien qu'à regarder la volée à la maison, parce que ça reste trop coupé. Ça part pas à gauche, ça part pas à droite. Des pigeons, des veufs, ça doit éclater dans tous les sens, de la gauche à droite. Ils doivent voler tout seuls. Ça, quand on voit ça, c'est déjà qu'ils ont la forme. Donc le fait de voler seul, de s'écarter du groupe. Oui. Ça c'est la santé. Il ne faudrait pas confondre non plus avec les parades amoureuses dont certains mâles sont capables de se rendre auteurs. Au bout
d'une certaine période de veuvage, et comme volés comme des parapluies retournés, en fait, ils s'époumonent. Il faut bien savoir faire le distinguo entre l'amusement de forme et l'amusement pur et simple qui ne fait que le pigeon ne fait que s'abîmer finalement. Ouais, c'est vrai. On est bien d'accord. Hein. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, ici, moi je dis quand même que bon, quand on lâche, ça doit partir au moins 10 minutes à quart d'heure. On ne doit plus voir un pigeon. Moi, je suis comme ça. Et dès que ça revient, quand ils sont en pleine forme, il doit en avoir plein ciel. Voilà, ça c'est l'image que tout le monde se donne et qui est exacte. Ça doit être écarté. Bon, et après ça arrive qu'ils se regroupent près du pigeonnier. Il y en a un qui repart, il y a un deuxième, il y a un quatrième. Ça repart dans tous les sens. Et quelquefois, ils arrivent même des vieux à faire comme les jeunes. Ça c'est souvent un signe de santé, comme on dit. C'est parce qu'ils aiment voler, ils ont envie de voler. Après, c'est l'amateur qui doit faire le restant, comme on dit, les motiver. La motivation, on peut faire plusieurs choses. Est-ce que tu montes les femelles avant de partir, par exemple? Au début de l'année, pendant les 3-4 premières fois, oui, pour leur faire, surtout pour les jeunes d'un an, pour les faire comprendre, il faut quand même qu'ils comprennent le veuvage. Et par contre après non, je retourne les plateaux. Et alors en fin d'année, oui. Mais par contre les pigeons qui vont au grand fond, là je peux les laisser longtemps avant. Ouais, je peux me laisser 1 heure, quelquefois une demi-heure. Je regarde pas. C'est bon. Je sais pas si j'en fais des pratiques de la même façon. Ceux qui vont pour Barcelone, par exemple, ils reçoivent la femelle la veille, donc ils ont tout le temps de. C'est encore plus. Mais il faut aller. De toute façon, ces pigeons doivent être enlogés sur le plus calme possible. Donc, l'excitation consistant à montrer la femelle serait une erreur pour les concours de grand fond. Quoique, on trouvera toujours quelqu'un qui va nous dire, non, moi, mon exploit s'est réalisé quand. Il n'y a pas de règle générale. Oui, c'est ce qui fait. Je crois qu'ici, cette phrase-là, tous les chemins mènent à Rome, elle est, pour que moi je me répète quand j'entends ça, c'est vrai, c'est important aussi, comme on l'a rappelé tout à l'heure, la colombophilie évolue, et parfois des choses qui sont tabous à une époque deviennent ce qui est prêché 30 ans plus tard. Donc je pense qu'il faut faire vraiment très attention. Et donc, ton surnom, c'est le Carolo. Je voudrais un peu qu'on revienne un peu au... Ah, j'entends là. Ah oui. Alors voilà, je crois que c'est le moment justement de faire une petite pause. Donc on se quitte et on se retrouve dans 5 minutes avec Pigeon Magazine on Air, votre émission colombophile, tous les dimanches à 15h. Alors nous revoilà sur l'antenne de Pacific FM. Donc on vous rappelle le canal en fait pour nous écouter, excusez-moi. Donc c'est le www.pacificfm, donc Pacific QE à la française, ou alors également pigeonmagazine.be. Alors voilà, je repasse l'antenne à Kevin qui est en train d'interviewer Jean-Claude. Jean-Pascal, décidément, c'est la journée, on se trompe sur tous les noms. C'est la journée des fantômes. Jean-Michel, Jean-Claude, il faudra peut-être et Philippe aussi, j'ai entendu tantôt aussi. D'accord, oui, c'est ça. Et pour cette dernière demi-heure ensemble, je voudrais qu'on aborde un peu l'origine de ta colombophilie, Jean-Pascal, de ton histoire avec la colombophilie, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on regarde souvent les résultats, les pigeons, la méthode de soins et tout ça, et j'ai l'impression, et j'aimerais dans Pigeon en air qu'on aborde ça, c'est aussi la place de la colombophilie au sein du cadre familial, de la façon de vivre et tout ça, et je pense que tu peux un peu nous raconter comment la colombophilie a traversé ta vie et comment elle est arrivée aujourd'hui à être au centre de ta famille, et je pense maintenant jusqu'à tes petits-enfants. C'est ça, Jean-Pascal? Oui, j'espère. C'est vrai que j'ai attrapé le virus très jeune, parce que mon papa jouait, et à la maison, tout jeune, j'avais peut-être 7-8 ans, quand il a commencé à jouer au pigeon. Tu te trouves où là concrètement? Tu as 7-8 ans, tu habites où? J'habite à Clermont. Tu habites à Clermont. À Clermont-les-Walcourt, qui se trouve entre Beaumont et Charleroi. C'est ça, parce que aujourd'hui c'est Jean-Pascal, Dimitri, mais c'est surtout le Carolo. Ok, d'accord, on dit c'est plus facile. Carolo, dans le Tournésie, c'est comme ça qu'on m'appelle. Oui. Donc nous sommes à Clermont, tu as 7-8 ans. Ouais. Et alors, à ce moment-là, je suis déjà acharné, avec mon frère. Mon frère aussi, on était acharnés tous les deux. Et on a même été en logeur tous les deux.
On a eu, lui a eu l'occasion de les prendre en main, mais moi j'étais plus jeune parce que lui est 4 ans plus âgé que moi. Et lui a eu l'occasion de prendre les pigeons Mersch en main. De Richard Mersch. Oui, de Richard Mersch de Stray. Donc, qui étaient des phénomènes. Hein. Il y avait le fameux Saint-Vincent, le Gélon, ce Favori, et bon, et j'en passe. Et on a eu l'occasion d'en loger ces pigeons-là. Hein. Que Richard Mersch, à ce moment-là, c'était une terreur en Belgique. Hein. Ça, c'est une figure qui t'a marqué? Oui, ça m'a marqué. Très fort. Et alors, lui ne jouait que le grand fond. Hein, et mon papa jouait la vitesse. Le petit demi-fond, et de temps en temps, il mettait des pigeons au grand demi-fond. Et après, malheureusement pour lui, j'ai mon frère que j'ai malheureusement perdu, un jour il revenait avec une moto de cross et on a fait de la moto. Lui a fait de la moto, mon frère Jean-Paul a fait de la moto, et après moi aussi j'ai eu le virus de la moto. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Mon papa a dû se liquider de ses pigeons. Parce que la famille Verspret, il faut pas oublier qu'on est 5 à jouer aux pigeons sur le nom Verspret. Mais le plus ancien, c'est mon papa. C'est mon papa qui avait qui a lancé la dynastie Verspret, quoi. En tout cas, dans le monde de la colombophilie. Voilà. Et alors, c'était quoi le prénom de ton papa? Louis. Louis Verspret, voilà. Ouais. Et alors, là-dessus, ce moment-là, quand, si tu veux, ma maman se tracassait tout le temps parce que mon frère roule la moto et elle n'arrivait jamais à l'heure pour les courses. Le motocross, c'était un sport qui était un peu dangereux et elle n'était pas là pour la première manche. Alors, un jour, mon père est arrivé et il avait encore 8 pigeons, il avait fait 6 plis sur 8. Il est arrivé, il le lundi. C'était un jour qu'on était parti le dimanche au motocross et le lundi, les moto-pigeonniers, il a tout tué. Et il a gardé 10 pigeons qu'il a donné à son frère qui jouait sur le nom de Verspret, père et fils de Tuilly. Oui, qu'on connaît encore aujourd'hui. Voilà. Maintenant, mon oncle ne joue plus non plus. J'ai mes 3 cousins qui jouent séparément et moi et mon frère. Donc ça fait 5 Verspret. 5 Verspret. Oui. Voilà. Mais alors, c'est comme ça que moi, j'ai fait de la moto et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de ma femme. Ah, ça, c'est en faisant de la moto. En faisant de la moto. Donc le sport, quand même, a toujours été un peu au cœur, parce que on te connaît aussi sur les terrains de football, il y a le motocross, il y a les pigeons, le sport et la performance. Mais il me semble que Jocelyne avait sa carrière propre sportive. Oui, Jocelyne était championne de Belgique de judo. Alors, elle était vice-championne de Belgique, elle était dans l'équipe nationale belge. Bon, alors c'est une gagnante, elle n'aime pas de perte, mais bon, elle est sportive. Hein, ça, je peux témoigner, quand on arrive dans la file, il y a toujours une certaine tension, notamment des grands concours, il y a la file, et je peux dire que Jocelyne tient bien sa place dans la file, et on sent qu'elle a des nerfs d'acier, quoi. Elle ne va pas se laisser intimider par un colombophile bourru ou quoi que ce soit. Jocelyne est présente dans la salle. Hein. Je ne sais pas si elle peut mettre hippon l'un ou l'autre, parce que il y a certains poids qui, à mon avis, ne sont pas dans sa catégorie, mais on sent qu'elle est capable. Hein. Ouais. Mais bon, quand on a fait du sport au haut niveau, en étant très jeune, on se forme un caractère, tout à fait différent par rapport à d'autres personnes. Hein. Bon, quand on est battu, on fait du sportif. On est deuxième, on est troisième. C'est tout. Bon, c'est ça qui est malheureusement maintenant, il y a un manque de sportivité. Hein, et bon, nous on n'est pas comme ça. Moi j'ai tout le temps félicité le premier parce que c'est comme ça qu'il faut être, moi je dis. Oui, et puis finalement, c'est aussi. Je pense qu'on ne peut pas être à tous les concours premiers, donc c'est aussi la capacité à gérer les moments où ça se passe moins bien, comme on le disait tout à l'heure, de relativiser la victoire, tant la défaite. Mais tu penses que le fait d'avoir pratiqué le sport à un niveau dans toute discipline que ce soit, ça forge aussi l'esprit de la gagne? On en parlait avec Damien la semaine dernière. C'est d'où vient, moi c'est quelque chose qui me fascine chez Damien, c'est cette espèce de volonté de gagner à chaque fois et une insatisfaction perpétuelle. Est-ce que tu es plutôt comme ça? Ou est-ce que tu peux être... D'abord, j'en veux pas aux autres. Moi, je dis tout le temps que, si on perd, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il faut faire, il faut chercher. Si les pigeons ne montent pas en forme, il y en a raison. Alors, ce qu'il faut faire, il faut chercher. Et si ça ne va vraiment pas, on va voir l'homme de la science. Parce que il peut y avoir quelque chose qu'on ne voit pas.
c'est comme chacun son boulot, comme on dit, hein. On n'est pas vétérinaire, hein. Celui qui dit, ouais, moi je ne vais jamais au vétérinaire, je fais vétérinaire moi-même. Bah, ça, moi, je n'y crois pas trop, parce que bon, mais bon, revenons un peu sur, mais c'est ça, sur le début de, le voyage. Qu'est-ce qui te fait arriver à Raucourt? Ben, la moto, hein. Ouais. Mais bon, au niveau connaissance, pigeon, j'ai eu énormément de chance d'avoir mon papa, hein, qui est toujours là. Parce que bon, il n'est pas toujours en bonne santé, mais dès qu'il n'est pas en bonne santé, vous lui donnez un pigeon dans les mains, c'est comme si il est reboosté, comme on dit, hein. Il vit, il ne parle que de ça, hein, et j'ai énormément eu de chance, bon, et j'ai encore de la chance de l'avoir. Quand il me dit, ça me gamin, il faut me mettre à l'élevage, il dit, hein, on ne donne pas tout sur le roi, parce que, quand il dit ça, parce que bon, il garde à tout, hein, il garde à tout, et alors, avec Richard Merckx, qui était son grand ami, ce sont des gens qui savaient, Richard Merckx, il savait de quoi il parlait. Pour juger un pigeon de grand fond, il fallait qu'il ait 2 grandes qualités. Il n'avait pas ces 2 grandes qualités-là, il était éliminé. Et c'est quoi ces 2 grandes qualités? Ces 2 grandes qualités, bon, c'était il fallait une bonne ossature, une très bonne plume, une plume très souple, hein, les 4 plumes de frappe très ventilées, et une superbe arrière-aile. Pourquoi une superbe arrière-aile? Parce que bon, c'est pour l'équilibre dans l'air, hein. Un pigeon doit toujours bien équilibré, et ça, moi je dis tout le temps que c'est l'arrière-aile qui fait tout, hein. Et alors ça, il y a ce fameux décalage qu'on a décroisé le pigeon avec la première plume de l'arrière-aile, avec la première plume de couverture de la grande rémiche. Plus elle est grande, mieux c'est pour un pigeon de grand fond. D'accord. Je pense qu'il y a eu tout sur la théorie à l'air d'ailleurs, hein. Je pense qu'il y a eu tout un vent, un courant qui a essayé de théoriser sur l'aile. Après, il y a comme on le disait tout à l'heure, il y a des exceptions qui confirment toujours la règle, mais dans la constitution d'une lignée, donc l'ossature, donc là c'est un témoignage de Richard Merckx qui est quand même un des grands champions, je pense à Rosen, je pense à lui, de cette génération. Hein. C'est des Carolo, hein. Oui, c'est ça. L'Erne, L'Erne et puis Mont-Sainte-Geneviève pour Rosen et puis Stray pour Richard Merckx. Là-dessus, il y a toujours eu je suis un grand fan de Léon Petit, de la littérature colombophile de Léon Petit. Et il racontait, je pense que c'était un grand ami de Richard Merckx, Léon Petit, et il racontait un jour, je crois que c'est en 1976 ou 7, donc l'été de cette fameuse canicule, à l'hiver, dans la ferme de Richard Merckx, les pigeons étaient restés, ayant eu peur d'un chat, étaient restés 3 ou 4 jours sur le toit sans rentrer. Et Richard Merckx avait dit à Léon Petit, je ne sais pas si cette année, si ça va influencer, parce que c'était quelqu'un qui était très proche aussi de ses pigeons et de sa gestion, tant l'hiver qu'à l'été, et il avait les grandes inquiétudes. Et je pense que Richard Merckx, cette année-là, donc l'été qui a suivi cet hiver où ses pigeons étaient restés dehors, a été champion de Belgique. Donc c'était aussi quelque chose qu'on gardait à l'œil, et aussi pour rappeler que parfois l'excès de nourriture à l'hiver et même pouvait être nuisible. Et Léon Petit racontait que lui qui était reporter colombophile et qui allait dans beaucoup de pigeonniers, remarquait que dans certaines colonies les pigeons étaient plus beaux en hiver parce que justement l'amateur commençait à donner plus d'orge et tout ça. D'ailleurs, je reviens un peu sur le jeu de femelles. J'ai de sources sûres, on m'a dit une fois que quelqu'un avait été chez toi et il m'a dit que tu les tenais fort en nourriture, c'est vrai? Bon niveau, c'est vrai que on ne les nourrit pas trop, bon, ça ne sert à rien. Bon, c'est un peu comme les veuves. Bon, je dis tout le temps, il faut les nourrir un peu plus fort les 2-3 derniers jours avant de partir. Hein, comme ça, bon. Normalement, logiquement, le dernier jour, ils doivent manger moins. C'est là qu'on voit pour moi, c'est comme ça que je vois leur état de forme. Un pigeon qui va manger, qui va avoir une malle comme ça, je dis, là, c'est pas possible. Mais on va continuer sur l'aspect alimentation, et puis on va raconter maintenant l'installation de ton pigeonnier à Raucourt, maintenant que tu as quitté Clermont, que tu n'as plus 7-8 ans. Mais on va écouter une petite musique. On va écouter une petite musique, donc Black Eyed Peas, Rock That Body. Voilà pour la dernière partie d'émission, donc toujours avec Kevin
Et le Carolo, comme ça je ne prends pas de risque. Mais c'est ça, mais c'est bien, je pense qu'au fur et à mesure, on va de Jean-Pascal au Carolo, mais là, donc, dans l'histoire, le Carolo, ça y est, le Carolo est arrivé à Raucourt, a bâti sa colonie, et donc je pense qu'on va poursuivre, et hors antenne, tu nous parlais par rapport à Richard Merckx, tu nous parlais d'une anecdote, et je pense que c'est bien de la partager avec nos auditeurs. C'est avec le soigneur de Richard Merckx. Oui, c'était Paul Prose, qui était soigneur, qui était un très grand connaisseur. Et il était chez mes parents une fois et je lui avais demandé de venir chez moi pour voir un peu si j'avais 16 veufs à cette époque. Et alors, c'était pour lui juger, pour voir si je pouvais allonger un peu le tir, parce que bon, je jouais que la vitesse, c'est le petit demi-fond. Et alors, il vient à la maison, et là, je le rentrais dans le pigeonnier, et je lui montre mes 16 veufs. Et il ne me fait aucun commentaire. Il descend du pigeonnier et il regarde mon jardin et il s'adresse à mon papa. Il dit le jardin est beau, les légumes poussent bien, c'est là. Et après 5 minutes, je dis c'est quand même bizarre. Je dis il me dit rien. Alors je dis si, je vais quand même lui poser la question. Et je dis Paul, est-ce que je pourrais savoir? Je dis qu'est-ce que tu penses de mes pigeons? Je dis est-ce que je peux allonger le tir ou pas? Ah, ça c'est pour aller dans le fond, le grand fond, qu'il me dit avec son accent flamand. Tu peux tout tuer, qui dit. Alors, je dis mais tu peux garder tes pigeons, qui dit, pour jouer la vitesse et le petit demi-fond, mais pour le fond, le grand fond, tu peux tout tuer. À part deux, qui me dit, il m'a montré les 2 pigeons, ceux-là qui me dit, tu peux les mettre à Bourg-Châteauroux, et bon, c'est 500 km, il n'y a pas de problème. Ben, il avait raison, Et tout ça, bon, parce que bon, il jugeait par rapport à la qualité de la plume, à l'arrière-aile. Il jugeait aussi, il lui fallait un sternum pas trop long, bon, ni trop court non plus, mais il fallait vraiment le sternum, le squelette, un bras très court, Au fur et à mesure d'avoir côtoyé des pigeons de clash, c'est Richard Merckx, je pense que ça lui donnait aussi la main. Je pense qu'il y a quelque chose de difficilement... si on pouvait décrire le pigeon modèle et... La pratique nous montre que même le plus beau des pigeons ne peut ne pas être bon. Et mais je pense que dans les grands pigeonniers qui voient comme ça plusieurs générations de bons pigeons d'une même lignée, il y a cette espèce de magie comme ça qui touche à la main, quoi. Alors, ouais, c'est vrai que bon, quand on voit un bon pigeon, comme on dit, déjà un bon pigeon, il est déjà rarement malade. Il a toujours une santé de fer. Mais bon, ici, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir mon as pigeon en 98. C'était un pigeon qui avait fait Brive, Cahors, qui avait été très dur. Il avait fait 46e national d'ose 90 pigeons. Et 15 jours après, il y avait un motobanc qui était très dur aussi. Le motobanc m'a dit, il va rater. Non, il m'a refait le 221e national de 9900 pigeons. Et c'est comme ça qu'il a été classé 6e as pigeon belge. Mais bon, c'était un pigeon, exceptionnel. C'était un pigeon qui ne fatiguait pas. C'était un peu comme mon 901 qui venait d'origine de la Miette, de Rosens. C'était aussi un pigeon, il revenait de Narbonne, il était toujours frais comme un pinson, on va dire. Mais bon, ces pigeons-là sont assez rares. C'est un peu comme mon Robin au grand demi-fond, c'est pareil. Ouais, c'était Robin qui était attendu au local de Leuze comme vraiment à chaque fois, presque chaque semaine, comme prétendant à la victoire. Ouais, il a fait 6 fois le premier. Bon. Donc là, je pense que c'est fini au niveau de... Ouais. Parce que on voudrait ici, dans l'émission, faire un peu le tour avant que la saison débute. On voudrait faire un peu le tour aussi des pigeons qui se sont fait remarquer l'an dernier ou qui ont l'espoir de leur propriétaire, essayer un peu de faire le tour. Donc je voulais te poser la question par rapport à Robin, mais là Robin cette année que les colombophiles en loge à Leuze se rassurent, en tout cas Robin ne sera plus là. Non, il ne sera plus là, il était l'élevage. Je pense que son dernier concours a été difficile et que tu as décidé de le mettre à la... J'ai un coup de chance. Parce que bon, il est revenu d'Argenton 10 jours après avec... il n'y a plus de bac. Alors, il s'est sauvé ou pas, ou alors il y a quelqu'un qui l'a attrapé. Bon, attrapé, s'est fait attraper, qui l'a relâché, mais bon, c'est un coup de chance. Mais c'est ça, donc là, ça y est. Ouais, il est au pigeonnier d'élevage, il a déjà élevé des jeunes cette année. Voilà. Donc ce sera peut-être les fils ou filles de Robin. Faut espérer. Oui, c'est ça.
Donc je suis malheureusement obligé de vous couper. Donc voilà, on arrive au terme de notre émission aujourd'hui. Donc je crois que Kevin, tu avais quelques news, je crois. Mais en tout cas, je voudrais parler. Aujourd'hui, on a passé un petit temps, on a un peu parlé de Barcelone, et au fur et à mesure des émissions, je pense qu'on va essayer de partir du jeu de vitesse jusqu'au grand fond et essayer d'approfondir chaque spécificité. Et là, on voulait on voudrait mettre en lumière un peu un club qui vient de se former. C'est le club des Amis de Barcelone, de Vrienden van Barcelona, qui est une initiative originale et qu'avec Dimitri on voulait souligner. Donc une initiative de Kurt Hassen, accompagné d'un ami hollandais, je crois. Udo Peters, oui, c'est ça. Et alors il vous invite à participer. Donc la fête a lieu le 23 de ce mois, je crois. Et donc il y a également en fait le système est simple, on peut miser donc dans un pot commun et tenter de remporter le pot commun, donc qui est, je crois, de 10 000 euros. Et c'est 5 euros par année, donc d'inscription pour être membre du club par pigeon, je crois. Mais c'est 5 euros pour l'amateur, je crois, et puis 5 euros par pigeon. D'accord. Avec une dégressivité des prix au fur et à mesure des pigeons qui sont pris. Mais je pense que c'est encore un jeu. Je crois qu'autour du concours de Barcelone, qui a une aura internationale, il y a des initiatives comme ça, et voilà. C'est toujours des prétextes pour partager la passion. Et tout le concours de Barcelone, voilà. Il y a des gens qui ne jouent que Barcelone. Donc c'est à signaler que le site est en 4 langues, donc c'est sur les Barcelone est forcément international, donc ça regroupe plusieurs pays, je crois, 4-5 pays. C'est la Belgique, l'Angleterre, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, je crois. Voilà. Et donc le site, c'est lesamisdebarcelone.eu, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc moi de mon côté, je vous signale que vous pouvez réécouter l'émission donc sur pigeonmagazine.be dans l'espace vidéo. Vous avez toute la rediffusion, donc jusque le mois dernier. À terme, on essaiera de mettre absolument toutes les vidéos sur le site. Donc, je vous invite également à faire un petit tour sur le site de notre partenaire pacificfm.be. Et alors, je crois qu'on a fait le tour. Donc, Kevin, peut-être ? Oui, je voudrais terminer avec Jean-Pascal. Je voudrais remercier Jean-Pascal d'être là. Je pense que c'est un grand merci, Jean-Pascal. Tant d'un point de vue technique que d'un point de vue culturel et nous faire part de la manière dont tu joues. Je voudrais vraiment remercier aussi Jocelyne. Même si elle n'est pas venue jusqu'au micro, elle a joué son rôle dans le pigeonnier. Mais je pense que Jean-Pascal en a bien parlé, et de ce rapport spécifique qu'elle a avec les pigeons, c'est la femme de l'ombre, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, mais bon, voilà. Si maintenant on peut se dire que derrière Jean-Pascal il y a Jocelyne, je crois que c'est important. Et je voudrais que tu nous dises un mot pour terminer cette émission sur l'avenir. C'est la petite Ophélie. C'est ta petite fille, parce que ça, c'est ça aussi. Hein, parfois, les pigeons, c'est aussi pour protéger son cercle familial. Ouais. Et là, il y a la fleur qui est arrivée dans le jardin. C'est Ophélie. Ophélie, je peux avoir un problème pour aller loger. Je lui donne un coup de téléphone. Pourtant, elle a des horaires. Elle est comme infirmière, elle n'a pas de beaux horaires non plus, mais je peux lui demander n'importe quoi, et pour aller en loger. Mais je pense que Thomas aussi, hein. Thomas est complètement. Oui. On parle de 2 grands enfants, alors ici, je crois. Hein. Ouais, ils ont 25 ans. Hein. Oui, c'est ça. Mais il y a une petite, il y a la plus grande, c'est Géraldine, mais bon, Géraldine, les pigeons, non, non. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit bout de chou qui commence à accompagner? Le petit Géraldine, il s'appelle Tom. Hein, il s'appelle Tom, ouais. Voilà. Il me semble qu'il y avait cette photo sur le porte-clés. C'est ça. Toute la famille Verspread qui joue à pigeons et qui tourne autour de ça, quoi. Hein. Bah ouais. Moi, je pense que quand on connaît le Carolo, de toute façon, c'est quand même quelque chose de. C'est pour ça que notre émission existe, je crois aussi. Et je pense aux femmes qui ne sont pas comme Jocelyne et qui ne vivent pas leur. Soyez un peu indulgentes. Dites-vous que derrière ce tas de fientes et de pigeons et de plumes, il y a des histoires, il y a des rêves. C'est aussi une façon de s'accomplir, d'accomplir une œuvre, d'être fier de soi. Et que il n'y a pas mieux qu'un colombophile heureux. Tout à fait. C'est vrai que ça demande énormément d'implication. Finalement, c'est un sport d'acharné. Et si on ne s'acharne pas, finalement, on n'arrive jamais à rien. Donc voilà. Malheureusement. Pascal, est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour terminer? Je remercie déjà de m'avoir invité. Ça, c'est parce que je n'y pensais pas. Parce que bon, des gens un peu comme moi, il y en a beaucoup, comme on dit. Il y a Corday. Hein. Moi, je pense qu'il y a le palmarès, puis il y a la personne. Je crois qu'il y a un personnage.
unique dans le paysage au niveau de la façon dont tu interpelles les gens, au niveau des choses qu'on peut dire, et puis voilà, c'est ça aussi, de faire partager aussi la façon dont on le joue, hein. On n'a pas eu Jocelyne, mais voilà. Ouais. J'ai parlé d'elle. Hein. T'as parlé d'elle, et tu as très bien parlé d'elle. Bon, ben, je vais, on va vous laisser, chers auditeurs, et alors, je fais souvent quelque chose quand je vais au local, c'est embrasser le crâne de Jean-Pascal comme Barthez. Comme Barthez, voilà, comme Barthez dans cette aventure-là, parce qu'on a partagé beaucoup d'émotions footballistiques aussi. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et j'embrasse le crâne de Jean-Pascal. Hein. Alors. Au revoir. Donc voilà, on vous laisse. Au revoir Jean-Pascal. Donc avec une chanson voilà qui va arriver ici d'ici peu, donc les Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou. Et avant toute chose, je voudrais vous signaler qu'à partir de 17h, il y a un groupe de rock, je crois, Claude. Oui, c'est toujours la fête ici à Pacific FM. Ça se prépare et ça sonne aussi pour rentrer, mais bon, il n'y a pas à dire. Dans une bonne demi-heure, ce sera encore la fête ici, en live, le groupe ici qui se prépare. Ce sera une bonne programmation, hein, et aussi, je tiens à dire, à Pacific FM Week-end. On est aussi le week-end. Alors, un grand bravo pour ta technique, t'as bien assuré. Ouais, je te remercie, Claude. Ça a été avec les années, ça marchera, ne t'en fais pas. Oh, mais j'en suis convaincu. Au revoir à tous et à la semaine prochaine. Pigeon Magazine on Air, votre émission Colombophile, tous les dimanches à 15h.